Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai de l'info, en veux-tu, en voilà. Ah, j'ai de l'info à foison, vous le savez, j'ai l'info qu'il vous faut. Mais avant de commencer, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé, il va falloir me rendre un service, messieurs, dames. Alors, sous cette vidéo se trouve un bouton très particulier. Vous ne pouvez pas le rater, il a la forme d'un pouce levé. Et ben, ce que je vais vous demander, c'est de le ratatiner, de l'exploser, de ne lui laisser aucune chance. Arrêtez de faire les timides, c'est très simple, on doit choquer l'algorithme, mes amis. Bon, cette parenthèse de gratteur de like est en fait, on va maintenant passer à la première info. Et là, attention, je ne comprends plus rien. Donald Trump a fait une prise de parole dans laquelle il annonce qu'Israël doit se calmer. Mais attends, mais il y a même pas 2 jours, il a clôturé son discours en disant Dieu bénisse Israël, et en moins de 48 heures, c'est devenu Israël va trop loin, il faut qu'il se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est passé d'une serpillière à un bras de fer. Moi, je suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a un missile qui a été largué après la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'il se calme, ces types-là. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, voilà, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression qu'une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. Moi, j'essaie vraiment de mettre les deux camps d'accord. Je vais au sommet de l'OTAN, là. Certains parmi vous viennent avec moi. J'espère que ce sera une réussite, ce sommet. Mais il est en train de mentir. Il a changé d'avis entre-temps. Il y a 2 jours, son soutien était inconditionnel. Les 2 camps n'étaient pas du tout au même niveau. On nous présentait la civilisation et en face d'eux, des barbares, perdus et dangereux. Faut faire quelque chose. Ils vont nous convertir ou ils vont nous manger. Après, on ne va pas quand même se plaindre que Trump ait changé d'avis, qu'il devienne enfin un peu raisonnable. Parce que je ne sais pas pour vous, hein, je ne sais pas ce que vous avez prévu dans les prochains mois. Mais personnellement, moi, je n'ai pas trop envie de me taper une 3e guerre mondiale. Ah, je sais pas pourquoi, je suis pas chaud. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, non, je souffle. Donc, que les dirigeants des pays aussi importants que celui de Trump commencent à apercevoir la raison, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bon, par contre, vous savez qui n'apercevra jamais la raison? Franck Tapiro, mesdames et messieurs, et qui est le loup du bois de Boubou. Alors, nouvel épisode. Apparemment, après avoir immigré en masse, les franco-israéliens qui sont en Israël veulent désormais partir, à revenir au pays. Ah, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'ambiance Smallville. En tout cas, ils veulent partir, ils ne se sentent plus en sécurité. Et jusque-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez en vrai, moi je m'en bats les steaks. Mais, selon Franck Tapiro, s'ils ne peuvent pas partir, c'est à cause de la France. Non, c'est incroyable, mais quel est ce culot légendaire? C'est plus un culot, Francky, c'est une culotte. Donc non seulement la France ne protège pas les Français en Israël, ne les rapatrie pas les ex-filtres, ou conseille, quand on arrive à les avoir au téléphone, j'ai des dizaines, des centaines de messages. Il y a 40 000 Français qui attendent d'être exfiltrés, il n'y en aura que 100 inscrits sur l'avion d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on leur conseille quand on les a au bout de quelques heures? De se débrouiller. Et c'est quoi se débrouiller? Prendre un taxi, en temps de guerre, pour traverser Israël et arriver en Jordanie, en temps de guerre, passer à peu près 3 heures à la frontière. Quand les douaniers, bien entendu, les laissent passer. Et ensuite, prendre un bus de la frontière pour les emmener à Amman, acheter un billet par leurs propres moyens, faire une escale à Dubaï et rentrer à Paris à des coûts. Ça apparaît totalement sur la liste, ce que vous décrivez. La rédaction CNews va enquêter là-dessus parce vous pouvez enquêter. Honnêtement, demander aux gens de payer pour aller dans un avion militaire qui en plus les ramène même pas en France, ça paraît totalement il y a un volet juridique et pénal aussi, parce que derrière, pour moi, c'est de la non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Imaginez qu'entre-temps, dans ces derniers jours, les personnes qui attendaient ce rapatriement
ou plutôt cette exfiltration, aient été blessés ou tués par des bombardements. La France est responsable. On ne protège pas, à l'heure où je vous parle, nos Français de l'étranger. C'est absolument scandaleux. Non-assistance à personne en danger. Ah, faut la dire vite celle-là, faut la dire très vite. Mais si vous ne pouvez pas passer par la Palestine, c'est parce que vous l'avez bombardé. Il se fout de notre gueule ou quoi celui-là? Il est en train de nous dire que c'est à la responsabilité de la France, que c'est à la responsabilité d'Emmanuel Macron. Mais allez vous plaindre à votre gourou, allez voir Netanyahou, qu'est-ce que vous nous saoulez là? Non mais on est où? À la base, nous, notre pays, on vous a conseillé de ne pas aller là-bas, on vous a dit de ne pas aller dans une zone de guerre. Maintenant, vous avez voulu y aller quand même, vous n'avez voulu en faire qu'à votre tête. Eh ben je suis désolé, mais ils ont raison, débrouillez-vous. Attendez, les Palestiniens on leur dit quoi depuis le début? On leur dit débrouillez-vous. Bon, et pour terminer sur ce sujet, et rééquilibrer un peu la force, on va maintenant s'écouter Clémence Guettet, députée LFI. Voix de la raison, messieurs, dames, voix de la sagesse. J'ai besoin de votre aide. Il faut rompre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et je défends un texte à l'Assemblée nationale qui sera examiné le 2 juillet. Je vous explique pourquoi il faut absolument mettre un terme à cet accord. D'abord, en gros, c'est un traité de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et Israël, ce qui veut dire qu'on ne traite pas Israël comme tous les autres partenaires économiques, mais bien comme un partenaire économique privilégié. Nous subventionnons de ce fait les produits israéliens en leur offrant des conditions plus favorables sur le marché européen. Et d'ailleurs, c'est crucial puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Mais dans cet accord, il y a des conditions, et notamment à l'article 2, il est précisé que les parties de cet accord d'association doivent respecter les droits de l'homme, les droits humains et les principes démocratiques. Or, évidemment, par la colonisation, par l'empêchement de l'arrivée de l'aide humanitaire et par le génocide qui est en cours à Gaza, Israël viole ces principes. Cet accord il doit donc être rompu immédiatement. Il aurait déjà dû l'être et la France aurait déjà dû mettre la pression en ce sens. Nous ne voulons pas être complices du génocide et des massacres en cours à Gaza. Nous ne voulons pas être complices du gouvernement de Netanyahou. Pour ça, je vous l'ai dit, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre mobilisation partout. D'ici au 2 juillet, au moment où ce texte va être voté à l'Assemblée nationale, vous pouvez envoyer des mails à tous les députés membres de la Commission des Affaires européennes, dans lequel je vais proposer cette résolution et présenter mon rapport avec les auditions que j'ai menées. Et puis une deuxième chose, il y a une pétition qui est en cours, qui a déjà plus de 250 000 signatures dans toute l'Union européenne. Pour mettre fin à cet accord, j'ai besoin que vous la signiez aussi. Je vous donne rendez-vous le 2 juillet pour suivre ce vote. Mais ne t'inquiète même pas, on sera là le 2 juillet. On va regarder ça de près. Et pour la pétition, pour ceux qui veulent la signer, je vous la mets en commentaire épinglé. Mais par contre, envoyez des mails aux députés, ne vous embêtez pas. Ça ne sert à rien du tout, ils ne vont même pas les lire. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La pétition non plus ne sert à rien. Ah oui, ni la pétition, ni les mails ne vont influencer quoi que ce soit sur les votes. Mais par contre, la pétition a au moins le mérite de révéler qu'il y a des personnes qui sont encore prêtes à se mobiliser. Bon, et maintenant on va changer totalement de sujet. On passe à Amélie Oudéa Castéra. Oh là 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 là. Ah, c'est quelque chose, Oudéa Castéra. Pour vous la faire courte, elle a réussi à obtenir un poste qui est historiquement bénévole, c'est-à-dire que tous ses prédécesseurs ne se sont pas fait payer, mais elle, mesdames et messieurs, pour faire ça, tenez-vous bien, elle veut 9000 balles par mois. Mais vous n'en avez pas marre de nous expliquer qu'il faut qu'on se serre la ceinture pendant que vous gavez. Le Canard enchaîné a divulgué cette semaine que vous aviez demandé et obtenu un salaire de 9000 € par mois pour diriger le CNOSF. Alors, je crois que votre prédécesseuse, Brigitte Henriquez, était payée également, mais jusqu'à présent, c'était une tâche bénévole. Est-ce que vous comprenez qu'en période de disette budgétaire, cette demande de salaire important interpelle ? Alors d'abord, je ne l'ai à ce stade ni demandé ni obtenu, puisqu'il y aura en conseil d'administration... Vous n'avez pas demandé ? Non, à ce stade, j'ai simplement indiqué que moi, je m'apprêtais à exercer ces fonctions à titre principal et que je souhaitais donc que puissent m'être appliquées les mêmes règles que celles de mes prédécesseurs, sans aucune polémique, dans le respect parfait des dispositions légales, du plafond de la sécurité sociale qui est prévu pour les associations comme l'est le CNOSF. Il y aura donc, en bonne et due forme, une discussion au conseil d'administration, puis un vote soumis
à l'Assemblée générale de la rentrée. Et encore une fois, ces dispositions me préexistaient. Donc Brigitte Henriquez, Denis Masseglia gagnaient ces 9 000 Brigitte euros. Henriquez, ce dispositif avait été prévu pour elle. David Lapartien, qui avait d'autres rémunérations par ailleurs et qui était loin d'exercer cette fonction à titre principal, avait des rémunérations, donc n'a pas eu besoin de toucher cet argent, mais cet argent était bien prévu dans les comptes du CNOSF. Donc c'est juste continuer un régime qui est mis en place depuis plusieurs années, des débats qui ont eu lieu il y a plusieurs années et qui feront l'objet d'une autorisation en bonne et due forme, le moment venu, par les instances dirigeantes du CNOSF. Non, mais 9000 balles par mois pour être le président d'une association dont tout le monde se fout. C'est NOSF, sérieusement. Comité national olympique et sportif français. Si vous voulez mon avis, une belle bande d'escrocs, ouais. L'autre, elle n'a jamais fait de sport de sa vie, à part la fois où elle s'est baignée dans la Seine. Elle est douce! Fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial, génial. Et maintenant, elle va toucher 9000 balles par mois parce qu'elle a la présidence d'un comité sportif. Et là, vous allez me dire, mais elle n'a pas besoin d'être sportive pour être à la présidence de quoi que ce soit. Eh ben quand même, on ne va pas donner des 9000 euros de salaire en argent public à des postes que tout le monde peut faire. Je sais pas, moi je trouve que c'est du foutage de gueule. Bon, et pour terminer, on va rester sur le sujet des personnes qui nous prennent pour des idiots avec la Macronie tout entière. Ah oui, regardez-moi ça, messieurs, dames. En fait, la Macronie n'est pas en train de faire de la politique. Ils sont en train de jouer au Monopoly. La pantoufle, en politique, c'est la nouvelle tendance. Elle n'a jamais été autant à la mode. Surtout, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il vient d'où ce drôle de terme pantouflé ? Selon le Larousse, il s'agit pour un fonctionnaire de quitter le service de l'État pour celui d'une entreprise privée. Le terme est aussi utilisé pour les hommes et les femmes politiques. À la fin du premier quinquennat, en 2022, 51 ministres avaient quitté leur ministère. Et 26 d'entre eux occupaient une fonction dans le secteur privé lucratif. Plus de la moitié de ceux qui sont partis ont donc pantouflé. Alors évidemment, c'est un chiffre qui est très important. La plupart de ces ministres repartent dans le privé en exerçant une activité qui n'était pas la leur précédemment. Et là, c'est une vraie reconversion qui peut évidemment interroger parce qu'il peut laisser entendre que l'exercice d'une fonction ministérielle est un véritable tremplin pour se reconvertir professionnellement dans des activités plus lucratives. Voici notre grand jeu pour tenter de gagner une paire de pantoufles Cash Investigation. Ce soir, on joue avec Jean-Baptiste Djebbari, l'ancien ministre des Transports. Saurez-vous trouver la différence entre ces deux photos? On sait, c'est pas facile. Il est à côté du même homme, près de la même voiture. Bon, le temps est écoulé. On vous donne la réponse. À gauche, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, visite une start-up de voitures à hydrogène, car il gère la stratégie nationale hydrogène à 7 milliards d'euros. À droite, il a quitté le gouvernement et il est devenu un mois plus tard président du conseil d'administration de cette même start-up nommée Opium. Et ce, avec l'accord de la HATVP. C'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est Didier Migaud qui présidait alors la Haute Autorité de 2020 à 2024. La Haute Autorité a instruit ce dossier. Cette entreprise n'a bénéficié d'aucune subvention publique particulière. Ouais. Parce que oui, est-ce que ça peut donner... Mais ce monsieur venait du privé, donc il repartait dans le privé. Ça peut apparaître comme un renvoi d'ascenseur, parce que là, le ministre développe un secteur. Le gouvernement y injecte de l'argent public, et puis ensuite, il rejoint le conseil d'administration de cette société, pour lequel... pas uniquement cette société, mais pour laquelle de l'argent public a été investi. Donc, non. Vous comprenez ma oui, question? sur le secteur global. Oui. Mais pas en Des direction de cette voitures à entreprise. hydrogène. Pas en direction de cette entreprise. La Haute Autorité est soucieuse d'un équilibre. On ne peut pas empêcher des reconversions, mais il faut prendre en compte le risque pénal et le risque déontologique pour garantir la neutralité de l'État. Mais quelle neutralité? Les gars sont ministres, jouent avec les lois pour avantager un secteur, puis se reconvertissent professionnellement dans ce secteur. Elle est où la neutralité? Non mais vous vous foutez de nos gueules, c'est pas possible. Et si c'était un acte isolé encore, si c'était un gars ou deux, pourquoi pas? Mais là, 50% du ministère de 2022 s'est reconverti comme ça. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, Macron, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Quand il aura fini son dernier quinquennat, il va se reconvertir et ça va devenir un multimilliardaire. Quand on le voit avantager le patronat, on peut se dire que c'est un paillasson, ou alors on peut se dire aussi que le gars est en train de miser sur son avenir. Pour l'instant, il investit dans ses mises, il investit, mais bientôt, croyez-moi, il va récupérer les jetons. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir.
Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.